À la une ce soir, à 2 jours de se rendre aux urnes pour le second tour de la présidentielle, certains d'entre vous choisiront de ne pas se prononcer pour l'un des deux candidats. Vote blanc ou nul, quelle différence? Réponse dans ce journal. L'appel du PPM à faire barrage contre le FN hier soir a massivement rassemblé au Grand Carbet à Fort-de-France. Le parti progressiste martiniquais a également donné des consignes de vote. Nous le verrons. Devenir conciliateur pour résoudre des conflits juridiques. Ce matin, des bénévoles ont été formés pour trouver des solutions à l'amiable en cas de litige. Enfin, ce soir, avec notre invité, nous parlerons de la préservation de notre espace marin. 4 ans après le début du projet, le parc naturel marin est sur le point de voir le jour. Alexandre Arquet, le directeur de la SOMER, nous en dira un peu plus. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans cette édition que vous pouvez également suivre en direct sur Facebook. Et on débute avec de la politique. Dans 2 jours, les Martiniquais sont appelés à se rendre aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas voter pour l'un des deux candidats, 3 choix, s'abstenir ou bien voter blanc ou nul. Quelle est la différence entre ces votes et sont-ils pris en compte? Les explications d'Alvin Courcy et Michelet François. Quelle est la valeur du vote blanc et celle du nul? À 3 jours du deuxième tour des élections présidentielles, certains peuvent se poser la question. Vote blanc, pas bon. Vote nul, pas bon. Qui est blanc, qui est nul, c'est même bail là. C'est moi qui ai pris la décision de ne pas voter, de choisir ni à droite ni à gauche. Et donc je vote blanc et le vote nul. C'est l'ensemble des votes, je pense, qui fait que ça donne un résultat nul. On peut considérer un vote nul si on met 2 bulletins dans la même enveloppe. Ça c'est vrai, voilà. C'est vrai, il y a cette différence. Et le vote blanc? Blanc, voilà, l'enveloppe sans rien. Les deux votes sont pourtant bien différents. Le vote blanc est comptabilisé et consiste à déposer dans l'urne une enveloppe vide ou contenant un bulletin dépourvu de tout nom de candidat. Un vote nul, lui, correspond à des bulletins déchirés ou annotés. Le vote blanc et le vote nul, ils sont comptabilisés, c'est-à-dire que dans la proclamation des résultats officiels, on les fait apparaître. Ce qui permet aux personnes qui ont recours au vote blanc de voir leur choix apparaître. Ceci étant, la règle qui est inscrite dans la Constitution, c'est que le président de la République, il est élu à la majorité des suffrages exprimés. Il faut comprendre par là que si le vote blanc était majoritaire au deuxième tour, le candidat qui aurait le plus de voix serait tout de même élu. Une anomalie pour certains qui aimeraient voir ce vote comme un résultat à prendre en compte. Lorsqu'on a des candidats qui ne nous plaisent pas, ce qui est mon cas par exemple, on est vraiment dans l'embarras et je trouve que ça devrait être comptabilisé, ce serait une façon de marquer son opposition. Mais ça, je trouve que c'est pas normal. Et si jamais il était comptabilisé, qu'est-ce qu'il faudrait faire ensuite, si jamais le vote blanc était majoritaire? Il faudrait annuler les élections et faire en sorte qu'il y en ait des nouvelles. Au premier tour, il y a eu 8152 votes blancs et 6541 votes nuls. Ces deux votes ne doivent pas être confondus avec l'abstention, qui est l'absence de participation au scrutin des élections présidentielles. Politique toujours, hier soir, le PPM, le parti progressiste martiniquais, appelait à un grand rassemblement contre l'extrême droite au Grand Carbet à Fort-de-France. Et différents collectifs, associations, syndicats d'enseignants, sans oublier la population, ont répondu à cet appel. Le parti a également donné des consignes de vote. Voyez ces réactions, dont celle de Johnny Ajar, le secrétaire général du PPM, et des propos recueillis par Anaïs Gall et Michelet François. Moi, je ne tiens pas à ce que quelqu'un qui prône la haine, le racisme et tout ça arrive à la présidence de la République. Il faut qu'on fasse tout pour que dimanche soir, Emmanuel Macron soit élu. Après avoir vu Marine Le Pen affronter Emmanuel Macron ce soir, je crois que tous les Français doivent être révoltés parce que cette dame, on voit vraiment qu'elle n'a pas du tout le charisme pour être président de la République. Attaquer de front un candidat alors qu'il ne s'est même pas encore exprimé, je veux dire qu'elle était venue sur le plateau, vulgairement dire faire du cancan avec Macron, mais jamais faire des propositions sérieuses. Pour nous, c'est important dans l'entre-deux tours de se prononcer, de rappeler aux gens quelles sont les valeurs du Front National, de leur dire aussi, de leur rappeler que nous sommes dans une société qui, malgré les difficultés sociales, économiques qu'elle rencontre, est une société dont le liant tient dans le vivre ensemble et qu'il est important de faire barrage pour conserver en fait cette unité qu'on a toujours eue entre Caribéens et Martiniquais. Il faut absolument
que le barrage au Front National, le barrage à l'extrême droite, le barrage au racisme et le barrage à la xénophobie se concrétisent réellement dans les urnes. Et voter blanc ou s'abstenir ne donnera pas du sens à la participation et n'empêchera pas un risque fort et dangereux que Marine Le Pen passe au niveau de la France hexagonale. Donc nous n'avons pas d'autre choix. Le seul recours possible, la seule alternative possible, c'est de prendre un bulletin Emmanuel Macron et de le glisser dans l'urne. Même si nous ne partageons pas toutes ces idées, même si ce n'est pas un vote d'adhésion, même si ce n'est pas un vote de soutien, mais aujourd'hui, nous n'avons pas le choix si l'on veut concrétiser réellement la lutte contre le Front National et les idées extrémistes. En bref, le corps sans vie d'un homme a été repêché tôt ce matin par les pompiers sur le front de mer de Fort-de-France. Des passants ont fait la macabre découverte aux alentours de 2 h du matin et ont donné l'alerte. La victime serait âgée d'une 60aine d'années. Son identité et les causes de sa mort sont pour l'heure inconnues. Une enquête de police a été ouverte. Cette bonne nouvelle à présent pour les habitants de 3 communes du Nord-Atlantique. Suite aux intempéries de septembre et novembre dernier, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les communes de Basse-Pointe, du Lorrain et de Sainte-Marie. Les personnes sinistrées sont invitées à se rapprocher de leurs assurances respectives avant le 9 mai prochain. Ce matin, ceux qu'on appelle les conciliateurs de justice sont retournés sur les bancs de l'école ou plutôt sur ceux de la cour d'appel de Fort-de-France. Ils ont suivi une formation pour pouvoir intervenir de façon bénévole et trouver des solutions à l'amiable dans des litiges juridiques. Reportage Alvin Courcy et Michelet François. Le bail n'a pas de valeur puisqu'il a pris sur lui-même de faire quelque chose sans l'accord des individus. Je veux dire, vous ne pouvez pas prendre une décision sans l'accord des autres. Ils sont une dizaine ce matin à suivre une formation sur les baux d'habitation. Roger est conciliateur de justice depuis 2009. À la retraite, il souhaite assurer cette fonction pour une raison principale. Rendre service à mes concitoyens, c'est-à-dire qu'il y a toujours des litiges et c'est un bonheur pour moi de pouvoir les résoudre. Je suis très content que quand les gens viennent après me disent « Merci, monsieur le conciliateur, vous avez pu régler mon problème ». Donc ça me motive encore, le reste encore quelques années. Pour être conciliateur de justice comme Roger, il faut avant tout avoir une expérience de 3 ans dans le domaine juridique, être majeur, jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas être investi de mandat électif dans le ressort de la cour d'appel concernée. Une fois ces critères respectés, le conciliateur permet de régler à l'amiable des différends qui lui sont soumis. En Martinique, vous avez des problèmes récurrents qui sont les problèmes de voisinage, ensuite les problèmes de baux d'habitation, et c'est aujourd'hui le cas de notre formation où nous essayons de faire en sorte que nos conciliateurs soient au top là-dessus pour que les administrés sachent un peu comment se régler leurs problèmes. Le conciliateur n'intervient pas dans les affaires familiales et administratives, il est en revanche obligatoire dans certains cas. Depuis la loi J21, la réforme de la justice, tous les litiges de moins de 4 000 €, alors évidemment ça ne concerne que ceux où il y a de l'argent, mais disons quand il y a une valeur de moins de 4 000 €, doivent dorénavant passer devant un conciliateur. C'est-à-dire que ça correspond à ce qui, dans le temps, dépendait du tribunal de proximité. Les juges de proximité disparaissent au 1er juillet et tous les litiges qu'eux réglaient, mais qu'eux jugeaient, nous, un conciliateur n'est pas juge, mais qu'eux jugeaient, doivent dorénavant passer par les mains d'un conciliateur. Si vous souhaitez devenir conciliateur de justice, il vous suffit de téléphoner à l'antenne de droit et de la justice au Lamentin ou de vous rapprocher de votre mairie. Restez avec nous dans la suite de votre journal. Nous prendrons la direction de la Guyane qui, depuis la semaine dernière, subit des pannes de courant régulières. 40% des usagers sont impactés. Les détails à suivre. Nous irons ensuite en Guadeloupe. Depuis mardi, un mouvement de grève paralyse le centre de traitement courrier et colis de la Poste. Nous verrons pourquoi. Et puis dans votre JT des communes, Hubert Bornil nous fera découvrir une marque de chaussures novatrice. Allégorie vient de s'implanter chez nous, mesdames, et pourrait bien révolutionner votre quotidien. Je ne vous en dis pas plus. Mais pour l'heure, direction la Guyane. Depuis la semaine dernière, le territoire subit des coupures de courant récurrentes. 40% des usagers sont régulièrement impactés. Cela est dû à un conflit social à EDF. Les commerçants sont les premiers à en subir les conséquences, comme cet artisan boucher qu'a rencontré Ayodele Germain.
Dans cette maison, route de Montabo, ce couple de retraités a réorganisé sa vie au rythme des coupures d'électricité, jusqu'à 4 heures de coupure hier. On ne s'habitue pas, on prend nos précautions, on fait notre cuisine avant. Et puis 4 heures, on a le temps de faire la cuisine quand même, non Alors, on programme. Ce n'est pas des coupures sauvages qu'ils ont fait. Georges, lui, s'y fait malgré son handicap et soutient le mouvement social. Je trouve ça tout à fait logique, tout à fait normal. S'ils le font, ils ont bien une raison de le faire. Bon, comme je suis malvoyant, alors il me faut quand même un peu d'électricité pour voir un petit peu là ce que je fais. Bon, mais c'est tout, mais ça ne me dérange pas trop. Supportables pour certains, les délestages de ces derniers jours sont préjudiciables pour bien d'autres. C'est le cas de cet artisan boucher. Samedi dernier, coupure d'électricité entre 7h et midi à une période de grande affluence au marché de Cayenne. Jean-Claude fait état de près de 90% de chiffre d'affaires non réalisé. Ça nous cause beaucoup de problèmes parce que nous travaillons avec une chaîne de froid. Nous avons besoin d'électricité et tout ce qui se suit à pouvoir conserver notre produit, qui est le produit de base, qui est la viande locale. Et si nous avons des coupures, malheureusement, on peut soit les perdre. Bien sûr, le produit, ça dépend du nombre de temps que ça reste quand même sans l'électricité. Soit des destructions de matériel, soit des investissements que nous devons faire qui n'étaient pas justement le moment de le faire. Il a été contraint d'investir 6 000 € dans l'achat d'un groupe électrogène. Joint par téléphone, le service client d'EDF décline toute responsabilité dans les dommages subis du fait des coupures d'électricité. Malheureusement, c'est un cas de force majeure. Et la direction d'EDF n'y est pour rien. C'est par rapport aux grévistes. Donc là, il faudrait vous retourner auprès de votre assurance. Seulement voilà, les assurances, elles aussi, s'en lavent les mains. Après expertise de son dossier, son assurance ne remboursera pas. Si c'est un accident, ils remboursent. Mais là, ce n'est pas un accident. Ce sont des coupures à répétition qui est fait par des personnes. Alors, il se trouve qu'ils ne prennent pas, justement, ils ne couvrent pas. Son dernier recours. Moi, je porterai plainte contre EDF. Et que voilà, et après ça sera suivi, on verra ce que ça va aboutir. Mais je ne vais pas lâcher, bien sûr, l'affaire, parce que je ne peux pas perdre de l'argent, surtout que nous avons une prestation de service qui est obligatoire par EDF et qui n'est pas assurée correctement. Jean-Claude n'est pas le seul à souhaiter porter plainte contre EDF. D'autres artisans bouchers du marché de Cayenne envisagent eux aussi de faire la démarche à titre individuel. En Guadeloupe, depuis mardi, un mouvement de grève paralyse le centre de traitement courrier et colis de La Poste. 3 organisations syndicales dénoncent un plan de réorganisation qui mettrait en péril les conditions de travail des salariés. Les explications d'Isabelle Hameau. La mobilisation du personnel de La Poste prend forme une nouvelle fois. C'est devant le centre de traitement des courriers et colis qu'un piquet de grève est dressé. Les grévistes dénoncent un manque d'effectifs. En 2014, ils ont fait une réorganisation et ils ont supprimé 14 emplois. Là, 14 emplois, en réalité, ce n'est plus que 16 emplois. Ils ont supprimé leur mettre les remplacements et tout. Et donc, aujourd'hui, nous avons subi conséquences à la réorganisation. Là, ça. Pourquoi? Parce qu'en plus, ils ont porté des activités nouvelles. Mais ils voulaient faire ces activités nouvelles là, ça, avait même effectif là. Et donc, ça qui est arrivé, c'est qu'elle nous dit, nous ne pouvons pas quimber. Les agents disent, nous ne pouvons pas quimber, car nous, que faire bailler. Donc, nous sommes obligés de demander nous à déposer un préavis de grève pour faire comprendre une revendication et défendre une revendication. Mobilisés depuis mardi, ces salariés déplorent notamment un manque de moyens matériels au sein de la profession. Nous sommes des stores, ça fait plus de 5 ans que nous ne pouvons pas ouvrir la réaction pour nous avoir un petit peu de fraîcheur. Nous avons demandé patron l'a fait ça, mais toujours au point mort. Et nous avons des machines qui vraiment qui pas bon et nous demandons d'échanger. Et tout bitin toujours au point mort avec. Tout bitin c'est qui fait et nous pas avoir rien qu'à venir. Depuis le début de l'année, La Poste est à son 4e conflit, tous similaires. Et si la politique d'emploi du groupe s'applique par des CDI, les recrutements seraient alors quasi inexistants. Nous avons buté toujours les mêmes points là, pas ni pour avancer et La Poste pas ni pour volonté non plus de faire les choses évoluer. Tout simplement, l'objectif et stratégie c'est la suppression des postes. Et jeudi juin, nous avons dit, nous déterminer, c'est les collègues, nous avons dit, les travailleurs qui travaillent ici, là, qu'il y a 95% des grévistes qui décidaient d'arrêter le travail pour porter
en tout cas, revendications à eux. Une première rencontre avec la direction a échoué. Celle-ci reste néanmoins ouverte à toute discussion. Quant au service du centre de traitement des courriers, il n'est pas pour autant perturbé par la grève. Le centre est actuellement en activité partielle et l'ensemble du courrier de métropole est traité, l'ensemble du courrier qui part vers les autres destinations est traité, les élections, les plans électoraux ont été traités et l'activité de manière générale est suivie et elle est acheminée dans les plateformes. Les syndicats et la direction de la Poste se sont rencontrés dans l'après-midi pour tenter d'accélérer la fin du conflit. Dans le cas contraire, la mobilisation continuera. On reste en Guadeloupe pour le joli mois de mai, une opération annuelle mise en place par l'Union européenne. Objectif, donner plus de visibilité aux actions locales pour le patrimoine. C'est dans ce cadre que la société d'aquaculture marine Océan à Pointe-Noire a ouvert ses portes à nos confrères Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. La pêche aussi a bénéficié des fonds européens. Exemple dans le secteur de l'aquaculture marine, ces subventions ont permis le développement d'un procédé innovant de pisciculture. Océan, l'entreprise bénéficiaire, a créé une structure d'élevage, une référence en matière de savoir-faire. Donc on a différentes espèces élevées, aussi bien derrière moi les étangs avec les wassous ou les rouges et créoles, et l'élevage de poissons marins, comme vous avez pu voir sur les cages. Donc cette partie poisson marin, le loup caraïbe, commence dans l'écloserie qui est derrière moi. Pendant 2 mois, on reçoit des alevins qui font 1 mm, on les fait grossir jusqu'à 5 grammes. Et une fois qu'ils font 5 grammes, ils peuvent découvrir ces cages avec ce grand volume et grandir pendant environ 1 an pour atteindre un poids d'1 kilo. Ces cages sont des prototypes créés pour affronter les aléas climatiques et plus précisément la houle cyclonique. Immergée jusqu'à 18 mètres de profondeur, elle représente le nid des futurs producteurs. Donc en cas d'alerte cyclonique, on va pouvoir couler ces cages sous l'eau. La houle cyclonique passera par-dessus, n'impactera pas le matériel, donc les cages, et encore moins le cheptel. Donc le cheptel se portera bien. Une fois que la houle cyclonique s'est calmée, on va réinjecter de l'air dans nos structures et faire reflotter ces cages. C'est des prototypes, on n'est que 2 en Europe à tester ces cages. Donc il y a un élevage à La Réunion et ici à Pointe-Noire au sein de la société Océan. L'achat de telles structures n'aurait pas été possible sans l'apport de subventions conséquentes. Et grâce à une partie de ces sommes, ils ont pu développer un parcours pédagogique sur le parc pour expliquer aux petits et aux grands la faune, la flore et toutes les activités du site. De retour chez nous, nous allons continuer à parler environnement et plus précisément de notre patrimoine marin. Après 4 ans de gestation, le parc naturel marin de Martinique est sur le point de voir le jour. Depuis l'annonce de sa création, le projet fait couler beaucoup d'encre et prête à polémique. Pour en parler ce soir, nous recevons le directeur de la SOMER qui œuvre pour la sauvegarde du milieu marin. Alexandre Arquet, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous de revenir sur ce plateau. On vous avait déjà reçu en décembre dernier. À l'époque, vous meniez une mission de bouturage de coraux. Alors, un mot rapide sur ce projet. Où en est-il? Comment se porte-t-il? Alors, il se porte très bien, puisqu'à l'époque, on avait environ 40 boutures de corail. Donc, c'est des Acropora cervicornis, du corail corne de cerf. Aujourd'hui, on a environ 270 boutures. Donc, maintenant, on réfléchit à la phase 2 du projet, c'est-à-dire réimplanter dans le milieu naturel avec le projet d'une aire marine gérée à Sainte-Luce, le projet Waliwa. Donc, on réfléchit à ça. Donc, votre association suit l'évolution de la création du parc naturel marin depuis maintenant 3 ans. Pouvez-vous nous expliquer concrètement à quoi ça sert un parc naturel marin ? Alors, un parc naturel marin, ce qu'il faut savoir vraiment, c'est important de bien comprendre, ça ne crée pas de nouvelles réglementations. Donc, c'est-à-dire que c'est un outil de gestion qui va se baser sur 3 piliers. La connaissance, donc mieux connaître le milieu, pourquoi ça se passe comme ça chez les espèces, que ce soit des espèces commerciales ou pas. Et toute cette connaissance, elle va servir à quoi? À la protection. Si je prends par exemple l'oursin, on va étudier les larves d'oursin pour mieux protéger la ressource. Et enfin, le 3e pilier, le développement durable. Tout ça pour assurer le développement durable, pour que les pêcheurs puissent d'eux-mêmes continuer à pêcher cette ressource-là.
Donc ça, c'est vraiment les 3 piliers. Et ce qui est très important, la plus-value d'un parc naturel marin, c'est son conseil de gestion. La gestion en fait de l'État que fait normalement l'État en mer, elle est donnée à ce conseil de gestion. C'est environ 50 personnes en local. Ça va être des acteurs de la mer avec des professionnels, des élus, des associations de protection de l'environnement. Tout cela vont se mettre autour de la table et prendre des décisions autour de ces 3 piliers pour l'avenir de la mer en Martinique. Mais alors justement, qu'est-ce qui va être mis en place dans cette aire marine protégée qui sera donc la 9e de France et la 2e plus grande après celle de Mayotte? Alors concrètement, qu'est-ce que ça va être? C'est-à-dire que le conseil de gestion va prendre des décisions sur le milieu marin. À tel endroit, il ne faut plus jeter d'encre parce qu'il y a des coraux et on ne peut plus se permettre de détruire des coraux parce qu'on sait que c'est très important pour le milieu marin. Dans ce cas-là, ils vont s'appuyer sur une équipe. Donc l'État met en œuvre des moyens humains et financiers. C'est l'État, donc ce sera l'Agence française pour la biodiversité qui mettra en œuvre ces moyens pour réaliser les actions qu'auront décidé le conseil de gestion du parc naturel marin. Alors, c'est un projet qui ne plaît pas à tout le monde, et notamment chez les marins-pêcheurs, vous le disiez. Beaucoup s'insurgent contre ce projet et ils voient une menace pour leur activité. Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter? Alors, je suis content aussi d'être là ce soir pour pouvoir expliquer ça. Souvent, on voit le parc naturel marin comme une interdiction, comme une nouvelle réglementation qui va arriver, en plus de tout ce qu'il y a déjà en mer, la chlordécone, les problèmes, la diminution de la ressource. Il faut vraiment penser que le parc naturel marin, ce n'est pas une interdiction. Ça ne va pas cadenasser le littoral, comme j'ai vu beaucoup de désinformations sur les réseaux sociaux. C'est pas ça. Vraiment, sa plus-value, c'est la gestion. Les pêcheurs, les marins-pêcheurs seront autour de la table dans le conseil de gestion dont j'ai parlé précédemment. Mais eux, en fait, ils avaient peur d'avoir des zones de restriction de pêche, en fait. Tout à fait. Après, je ne dis pas qu'il n'y aura rien, mais dans un premier temps, il n'y aura pas de réglementation. Ça sera à tous ces gens autour de la table de décider si à un moment on doit on doit mettre en place une nouvelle mesure pour protéger tel ou tel endroit. Il y a déjà des mesures. Là, le parc va apporter en plus de ça un soutien en mer avec des équipes qui vont pouvoir gérer tout ça. Mais il ne faut pas prendre ça comme un outil supplémentaire qui va empêcher le pêcheur, mais au contraire un outil d'aide pour le pêcheur. Il pourra également donner sa voix. Tout le monde sera là autour de la table. Donc là, il pourra dire ce qui ne va pas et comment l'améliorer en collaboration avec les plongeurs, en collaboration avec les jet skis, etc. Voilà, justement, est-ce qu'on pourra aussi toujours, que ce soit les touristes ou les Martiniquais, aller se promener librement dans n'importe quelle zone? Bien sûr, le parc naturel marin ne va pas changer considérablement les choses. Il faut savoir que c'est comme les pêcheurs, ils ont peur d'être exclus. Le parc naturel marin sans pêche, sans activité humaine, ça ne sert à rien en fait. La nature se suffit à elle-même, la nature n'a pas besoin de parc naturel marin. C'est l'homme qui a besoin d'un parc naturel marin pour pouvoir gérer, pour que demain nos enfants, nos petits-enfants puissent aller en mer, faire des activités, pouvoir faire de la pêche et tout ça donc de manière durable. Donc c'est vraiment, je tiens à préciser ça et peut-être me répéter, sa plus-value c'est la gestion, se mettre autour de la table et prendre des décisions. Forcément, ça va peut-être passer par des contraintes à un moment, mais si c'est pour améliorer la ressource derrière, pour qu'il y ait une continuité, un développement durable, alors ça sera bénéfique. Alors, ma dernière question, lors de sa visite chez nous fin mars, Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, a scellé la création imminente du parc naturel marin. Elle a signé un décret ministériel. Seulement voilà, il reste encore quelques étapes à franchir et dans quelques jours, nous changeons de gouvernement. Est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui à entériner ce décret avant la passation de pouvoir? Alors, en tant qu'association de protection de l'environnement, nous, on a hâte que ce projet aboutisse parce qu'on voit que le milieu marin souffre de plus en plus. Alors, il est soumis à de nombreuses pressions. On a parlé beaucoup de la pêche, mais pas que. On peut parler des mouillages, on peut parler de la pression aussi qui vient de la terre. Donc, il est urgent qu'elle signe ce décret. Après, on ne sait pas ce que ça va donner avec les présidentielles. Donc, pour nous, voilà, on attend une chose et pouvoir aussi continuer à travailler dans le parc naturel marin en tant qu'association et voilà, pour pouvoir voilà, diminuer, on espère que le parc naturel marin va diminuer les pressions, va mettre en place des actions concrètes qui vont être au bénéfice de tous en fait. Mais si Ségolène Royal ne signe pas ce décret avant dimanche, est-ce que vous pensez qu'il va être récupéré, qu'il pourrait être récupéré par la prochaine majorité?
Ou est-ce qu'il va tomber aux oubliettes? C'est pas ça un peu la crainte? La crainte, elle est là. Après, on ne sait pas ce que ça va, dimanche, ce que ça va donner. On espère qu'on aura une continuité entre les deux gouvernements et que ce projet ne va pas être entériné. Je ne pense pas, parce qu'il est vraiment en phase terminale. Voilà, il est vraiment à l'aboutissement. Donc il faut qu'il voit, d'après nous, qu'il voit le jour, puisque ce sera que bénéfique pour le milieu marin. Merci Alexandre Arquet d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. C'est l'heure d'aller dans vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. On prend tout de suite la direction de Fort-de-France. Hubert Bornil nous emmène découvrir une nouvelle marque de chaussures pour femmes. Allégorie, c'est son nom, propose une gamme de chaussures aux talons amovibles qui s'adaptent à vos activités. Une petite révolution, essayage avec notre Miss Martinique 2016. Regardez. Je suis en compagnie de Miss Martinique 2016, Aurélie Joachim, et on s'apprête à sortir. Alors Aurélie, ce soir, tu vas porter ces chaussures évidemment. Alors moi, je suis venu le talon détaché, on va dire. Je crois que tu vas tout mettre en ordre, c'est comme ça que ça marche. C'est ça les chaussures allégorie en fait. Exactement. Voilà, très bien. On regarde comment ça fonctionne. L'innovation avec cette nouvelle gamme, c'est le fait de proposer aux femmes de se chausser suivant leur humeur, leurs envies et surtout leur activité. On peut choisir la hauteur et aussi la forme du talon ainsi que la couleur. Et donc on voit aussi que la chaussure s'adapte au pied. En plus de cette hauteur de talon que nous pouvons changer, elles peuvent partir au gré de leur fantaisie, de leur humeur, changer de talon, et si elles ont mal aux pieds, ne pas enlever la chaussure, rester féminine et porter une petite hauteur de 4 cm que nous avons là. Et notre belle Miss Martinique, comment se sent-elle dedans? C'est vrai qu'elles sont très agréables et en fait j'aime beaucoup le concept. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à tirer la petite languette ici et tirer en même temps le talon. Et voilà, on peut changer de talon directement, ça se clipse assez facilement. Il faut juste entendre le petit bruit et puis on l'a mis comme ça. Des chaussures classe qui ont un certain prix tout de même. Ce qui se passe, c'est que la marque Allégorie Paris a opté d'avoir un prix différent du soulier et du talon. Donc la chaussure en elle-même varie aux alentours de 200-240 €. Voilà, en fonction des talons. Merci Aurélie, on a laissé notre charmant Johan et puis on va continuer. On y va. Cette information pratique à présent, notez qu'en raison d'une seconde cassure survenue sur le réseau d'eau potable aux alentours de 16 h, l'alimentation est en ce moment interrompue dans le centre-ville de Fort-de-France et au Terre-Saint-Ville jusqu'à environ 20 h. Patience donc. Avant de refermer ce journal, cette autre information pratique, si vous souhaitez faire un don de sang, le camion de l'EFS sera stationné demain vendredi sur le parking de la Grande Récré et de Bureau-Vallée au rond-point Canal Cocotte à Ducos de 8 h 30 à 13 h 30. Vous pouvez également vous rendre à la Maison du Don à l'hôpital Pierre Zobda-Kittmann de 9 h à 16 h. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais ne bougez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes pour rentrer chez PIA. A tout de suite.